Donc bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle conférence. Aujourd'hui, le sujet est l'indemnisation du préjudice corporel des victimes d'accidents de la circulation. Parce qu'en effet, il existe un régime spécifique d'indemnisation qui est prévu par la loi Bindataire du 5 juillet 1985. Tout est dit dans son titre, c'est une loi qui tend à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. Donc, il s'agit bien évidemment d'améliorer l'indemnisation des victimes, cela de deux manières. Alors d'abord, contrairement au droit commun de la responsabilité, en matière d'accident de la circulation, la faute de la victime va rarement conduire à une limitation ou à une exclusion de son indemnisation, en tout cas du préjudice corporel, donc qui est le sujet d'aujourd'hui. D'autre part, la loi de 1985 va obliger l'assureur automobile à former une proposition d'indemnisation du dommage corporel de la victime selon un certain délai et selon une certaine procédure. Avant d'étudier donc cette procédure d'indemnisation, il faut déjà savoir de quoi nous parlons. Autrement dit, qu'est-ce qu'un accident de la circulation? Donc, la définition nous est donnée, j'attends un peu le PowerPoint qui défile plus lentement. La définition nous est donnée donc, par l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 qui prévoit de s'appliquer aux accidents de la circulation dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Alors, il y a donc trois notions à savoir. Il faut d'abord qu'il s'agit d'un accident. Donc, un accident, qu'est-ce que c'est? C'est un événement fortuit et imprévisible. Donc, vont être exclus les actes volontaires. Alors, l'acte volontaire, c'est lorsque le conducteur va vouloir causer l'accident, même s'il n'a pas voulu causer le dommage. Dès lors qu'il veut causer l'accident, il n'y aura pas accident au sens de la loi de 1985. Par exemple, si un conducteur percute volontairement le véhicule qui est situé devant lui, la victime de cet accident ne pourra pas bénéficier du régime d'indemnisation prévu par la loi sur les accidents de la circulation. Alors, ça peut paraître très injuste, puisqu'elle n'a pas ce régime protecteur, mais en réalité, ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce que les assurances, elles, ont souvent des causes d'exclusion des actes volontaires. Donc, ça veut dire que si on laisse la victime sous le régime de la loi de 85, l'assurance va pouvoir lui dire « mais moi, j'ai une exclusion de garantie au titre du droit des assurances ». Et donc, si le conducteur est insolvable, dans ce cas, la victime ne sera pas indemnisée. Donc, c'est pour ça qu'on va la sortir de la loi de 1985 et on va lui faire bénéficier du régime d'indemnisation spécifique des victimes d'infractions pénales. Cet accident, donc on est toujours dans la première condition, cet accident doit survenir pendant la circulation. Alors cette notion est interprétée de manière très large par les tribunaux, donc il peut concerner un véhicule en mouvement, tout comme un véhicule immobile, que le véhicule soit à l'arrêt ou en stationnement. Donc par exemple, le passager d'un bus qui tombe à l'intérieur du bus à un moment où le bus est à l'arrêt, dès lors qu'il est pendant son service, il pourra bénéficier du régime protecteur d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. De même, le moteur peut être en marche ou à l'arrêt. Donc, l'accident qui est subi par l'ouverture d'une portière est un accident de la circulation. De même, l'accident subi à l'occasion par un véhicule en panne, par exemple. Ou encore, l'accident que va subir le conducteur qui descend de sa voiture pour relever un scooter qui est tombé par terre. Alors là, dans cette affaire, je me suis demandé quel accident il avait pu subir. En fait, il a eu une rupture du tendon du biceps à l'occasion de l'effort de soulèvement du scooter. Donc ça relève également du régime des accidents de la circulation. L'accident peut se produire que le véhicule se situe sur la voie publique ou sur une propriété privée. Donc on pense aux parkings, notamment les parkings de centres commerciaux. Et pour l'anecdote, la jurisprudence a élargi à l'accident subi sur le pont élévateur d'un garagiste lorsque le véhicule a été en mouvement sur ce pont élévateur. Donc tout ce qu'il faut, c'est que le véhicule soit utilisé comme moyen de transport. Donc ça signifie que les dommages qui vont être causés par un véhicule stationné dans un garage privé ne relèveront pas du régime de la loi de 1985. Alors dans cet exemple de 2022, il s'agissait d'une personne qui était montée sur son toit pour faire des réparations. Elle a trébuché et elle est tombée
par la lucarne du toit du garage de son voisin. Dans sa chute, elle a heurté le véhicule qui était stationné. Donc, dans ce cas, son indemnisation relèvera du régime du droit commun de responsabilité et non pas du régime de la loi de 1985, puisque la voiture n'était pas utilisée à des fins de déplacement, elle était stationnée dans un garage privé. Ensuite, et c'est la deuxième condition donc, qui est posée par la loi de 1985, il faut que l'accident soit causé par un véhicule terrestre à moteur. Alors, l'article L110.1 du Code de la route nous indique qu'il s'agit de tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur la route par ses moyens propres. L'idée étant de retenir tout véhicule soumis à l'obligation d'assurance automobile, mais pas seulement, puisqu'on va recourir à la notion plus large de véhicule utilisé à des fins de déplacement. Donc, au-delà de la voiture, du camion, du scooter, de la moto, du car, du tracteur, la jurisprudence englobe également les tondeuses autoportées, les trottinettes électriques, gyropodes, cartes, chariots élévateurs, remorques, la caravane quand elle est attelée, etc. Mais pas le fauteuil roulant électrique. Les accessoires sont également concernés, donc par exemple le tuyau qui serait déroulé sur la chaussée par un camion de livraison ou encore le chargement sur le toit d'un véhicule. Donc dans cette affaire de 2005, il s'agissait d'une personne qui se trouvait à proximité du véhicule de son épouse et qui a été blessée par la projection d'un tendeur et des plaques de contreplaqué qui étaient chargées sur le toit du véhicule au moment où l'épouse prenait place dans le véhicule et a refermé sa portière. Enfin, et c'est la troisième condition, il faut une implication du véhicule. Là encore, l'interprétation par les tribunaux est très large puisqu'il suffit que le véhicule soit intervenu dans l'accident, peu importe comment, et on n'exige plus aujourd'hui qu'il ait perturbé la circulation. Il n'est donc pas nécessaire qu'il y ait eu contact. Donc à ce sujet, il y a beaucoup d'exemples de jurisprudence en matière de course-poursuite par les forces de l'ordre. Donc là, dans l'affaire par exemple de 2018, il s'agissait d'un véhicule de police qui poursuivait un véhicule qui a refusé de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie. Et donc, ce véhicule poursuivi a grillé un feu rouge et a heurté un autre véhicule qui, lui, passait au feu vert. Donc, dans ce cas, le véhicule de police est quand même impliqué dans l'accident. Sa responsabilité pourra être engagée. La victime pourra bénéficier du régime de la loi de 1985. On trouve également de la jurisprudence en matière de manœuvre d'évitement d'un véhicule. Donc, quand on évite un autre véhicule, cet autre véhicule peut être impliqué également dans l'accident. Dans le cas de 2019, alors il s'agissait d'une moto qui suivait un véhicule qui était dans une côte. Cette voiture a ralenti, donc obligeant la moto à la dépasser par la gauche. Et la moto a heurté une chèvre qui venait du bas-côté gauche de la route et qui a soudainement traversé la chaussée. Et oui, c'est arrivé. Donc là, le régime des accidents de la circulation s'applique. De même, en cas, par exemple, de fuite d'huile sur la chaussée qui serait répandue par un tracteur. Donc, sachant que implication, ça ne signifie pas forcément responsabilité dans l'accident. Donc, là, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui puisqu'on se place du côté de la victime et de son indemnisation. Mais les responsabilités peuvent être partagées. Il y en a un qui peut avoir la totale responsabilité de l'accident et pas l'autre. Voilà pour la notion d'accident de la circulation. Maintenant, et toujours s'agissant de l'application de la loi de 1985, il y a une différenciation entre les différentes victimes indemnisables. En effet, on va distinguer entre, d'une part, les non-conducteurs, donc il s'agit des piétons, des cyclistes, des passagers, étant précisé que le conducteur, lorsqu'il est descendu de son véhicule, va être assimilé à un piéton s'il subit l'accident à ce moment-là. Pourquoi faire cette distinction? Parce que l'indemnisation ne va pas être la même en matière de préjudice corporel, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. En effet, alors pour les victimes conductrices, le principe c'est qu'elle sera intégralement indemnisée même si elle a commis une faute. Ça c'est le principe. Qui dit principe dit exception. Donc la première exception, c'est lorsque la victime commet une faute inexcusable qui est la cause exclusive de l'accident. Alors la Cour de cassation nous explique qu'il s'agit de la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité qui expose sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Étant précisé qu'il y a une exception à l'exception, puisque cela n'est pas applicable si la victime est âgée de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans ou invalide à au moins 80% lors de l'accident. On les appelle les victimes super protégées. Alors, un exemple
de faute inexcusable qui est la cause exclusive de l'accident. On a par exemple le piéton qui s'allonge de nuit sur la chaussée dans une zone de travaux pour un motif futile dans le but d'impressionner son ami, en l'espèce, c'était après une dispute, et ce, après s'être alcoolisé. Également, le piéton qui va se jeter d'un talus et qui va tomber sur le capot d'un véhicule qui circule en contrebas. Dans ce cas, la faute de la victime va forcément limiter, voire exclure son indemnisation du préjudice corporel. La deuxième exception, c'est lorsque la victime recherche volontairement la réalisation du dommage qu'elle subit. Alors, cela concerne les cas de suicide. Donc, dans cette affaire de 2020, donc, il s'agissait d'une victime qui avait déjà fait une tentative de suicide la veille et qui s'est mise sur la chaussée face à un véhicule qu'elle a regardé jusqu'à l'impact. Donc, dans ce cas, il n'y aura pas d'indemnisation de la victime. Également, au-delà des cas de suicide, ce sera le cas, par exemple, d'un automobiliste qui, fâché d'être dépassé par un véhicule, va le heurter par l'arrière pour essayer de lui en faire perdre le contrôle. Donc, dans ces cas, il y a une limitation de l'indemnisation de la victime non conductrice, sachant que le principe, c'est quand même que sa faute ne lui soit pas reprochée. À l'inverse, si la victime est conductrice, il y aura une limitation, une exclusion de son indemnisation si elle a commis une faute qui a eu un rôle dans l'accident. Donc, il faut bien qu'il y ait un lien de causalité avec l'accident. Par exemple, la conduite sous état alcoolique constitue une faute limitative d'indemnisation uniquement si elle a été la cause du dommage. Donc, la conduite, là, il s'agissait d'un scooter qui a été accidenté par le franchissement brutal d'un stop par un véhicule. Donc, dans ce cas, on considère que l'état alcoolique du scooter ne lui est pas reprochable et ne peut pas limiter son indemnisation. Pourquoi? Parce que l'accident résulte du franchissement brutal du stop par l'autre conducteur. En revanche, toujours une moto cette fois, donc qui heurte le véhicule qui le précède, son indemnisation sera limitée parce qu'on estime qu'il n'a pas respecté les distances de sécurité et donc n'a pas maîtrisé son véhicule. Par contre, alors il faut savoir juste un aparté, en matière de préjudice matériel, peu importe la qualité de la victime, qu'il s'agisse d'un conducteur ou non, la faute de la victime va toujours limiter, voire exclure la réparation de son préjudice matériel, c'est-à-dire les atteintes aux biens.